par Jocelyne Desjouy de Gaëc de Marsoulette, l'informatique à la ferme, c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant. Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales. Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, les filles qui vont développer ces outils, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%. À plein d'endroits. C'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ? Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour à toutes et tous. Comme toujours, je suis enchantée de vous retrouver pour notre émission Femmes Digitales. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir 2 femmes qui vont nous parler d'intelligence artificielle, IA, et surtout de recherche. Et oui, le monde scientifique de la recherche regorge de femmes brillantes qui contribuent à l'évolution technologique de notre société. Alors autour des micros, je suis ravie, je reçois Corinne et Marjorie. Bonjour à toutes les 2. Bonjour. Bonjour. Alors Corinne, Marjorie, en quelques mots, pouvez-vous me dire en quoi vous êtes des femmes digitales, quel est votre métier, votre fonction, votre parcours ? Enfin, le parcours, on le verra après. Alors, Corinne, moi je suis secrétaire générale d'ANITI, donc un institut de recherche en intelligence artificielle, et ce depuis 5 ans. Et à ce titre, mon rôle, c'est de créer un cadre propice pour que les chercheurs et les chercheuses puissent mener leurs travaux de recherche. Donc, je m'occupe de la gestion financière, administrative et contractuelle de l'institut. Je suis les partenariats, une 50aine de partenaires environ. Je mets en place les projets d'envergure sur lesquels nos équipes travaillent et j'encadre quotidiennement une équipe d'une dizaine de personnes. Donc, oui, je suis une femme du digital et en tant que femme du digital, je suis fière de contribuer au développement de la recherche en intelligence artificielle, qui est une technologie qui transforme nos sociétés, et de montrer aussi que les femmes peuvent occuper des postes à responsabilité dans ce secteur. Super. Alors, juste une précision, ANITI, qu'est-ce que cela signifie ? Alors, c'est un acronyme anglais qui signifie Artificial and Natural Intelligence Toulouse Institute. Et donc, c'est un institut de recherche interdisciplinaire sur l'IA et qui allie l'intelligence artificielle symbolique et l'intelligence artificielle basée sur les données, donc type machine learning. Super. Et donc, alors, Marjorie à ses côtés ? Oui, donc moi, c'est Marjorie Alain Moulet. J'ai 58 ans, donc une trentaine d'années dans le digital. Donc, je suis un pur produit, 100% digital. Dans ma société actuellement, j'occupe un poste qu'on appelle experte en intelligence artificielle, mais je suis passée par la case experte data, où j'accompagne les projets plutôt en R&D, en IA de ma société. Et depuis 2019, au moment du lancement d'ANITI, j'ai occupé la place de copilote industriel, donc en faisant partie de l'équipe organisatrice d'ANITI. Ok, donc du coup, tu as une double casquette en fait. Oui, vraiment 50% pour ANITI, 50% pour ma société. Alors, dans vos histoires, vous avez toutes les 2 un point commun, c'est que vous avez fait toutes les 2 une thèse et côtoyé du coup le monde de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous en raconter davantage ? Corinne, on commence par toi. Ton parcours, du coup. Alors moi, j'ai commencé par une école d'ingénieur, l'INSA à Lyon. Et ensuite, je suis venue à Toulouse pour faire une thèse en bioinformatique et biologie structurale. Donc, je générais des modèles en bioinformatique que je validais ensuite expérimentalement avec de la biologie structurale dans l'objectif de concevoir des molécules qui pourraient devenir un jour un médicament. Donc, j'ai commencé très tôt à être dans le domaine de l'informatique. Et ensuite, j'ai un parcours qui m'a amené à rester toujours dans l'environnement de la recherche académique en faisant de l'ingénierie de projet de recherche et dans tout domaine. Ça a pu être de l'aéronautique, de la science des matériaux, du calcul exascale, des sciences humaines et sociales aussi. Donc voilà comment mon parcours s'est construit jusqu'à m'amener au poste que j'occupe actuellement au sein d'ANITI. Un parcours très très riche. Et toi Marjorie ? Alors c'est très symétrique puisque moi je ne suis pas d'une école d'ingénieur mais purement universitaire. Donc j'ai découvert l'informatique dans les années 80 au lycée grâce à un club informatique.
Et quand j'étais bonne en maths, j'ai continué dans une formation mathématique qui m'a amené à faire un DEA, puis une thèse en intelligence artificielle. Mais après, comme c'était le deuxième hiver de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que tu peux nous préciser, parce que moi je connais ce que c'est que l'hiver de l'intelligence artificielle, mais c'est pas sûr que nos auditeurs et nos auditrices connaissent. Alors, en gros, l'histoire de l'intelligence artificielle a commencé en 1956. Il y a eu un gros boom au moment des années 80 avec l'IA symbolique, donc avec tout ce qui était basé sur les systèmes de règles. Ça a donné lieu à des systèmes experts. Il y a eu un premier hiver entre les années 50 et les années 80. Et ensuite, après les années 80, justement, de ce boom de systèmes experts, il y a eu un deuxième hiver, puisqu'on est arrivé à peu près au bout de ce qu'on arrivait à faire à l'époque. L'hiver, c'est comme un gel. Voilà, l'hiver après l'été. C'est-à-dire, on s'est mis en stand-by, ça s'est endormi. La recherche, en tout cas, n'a plus orienté les budgets, puisque ça... C'est énormément basé sur les finances. Donc, le budget de la recherche à France n'a pas été vers l'IA à ce moment-là, donc à partir des années 90. Mais on a retrouvé dernièrement, grâce à l'arrivée des data et de la puissance de calcul, en 2000, ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors toi, dans justement ton parcours, ce qui est, alors on l'a compris, le mot intelligence artificielle pour toi, il n'est pas né hier. C'est vraiment toute l'histoire de tes études. Et entre autres, tu as touché vraiment très rapidement tout ce qui était les notions de robotique, d'apprentissage. Eh bien, effectivement, pour être précis, j'ai démarré un DEA en 88. Mais il faut savoir que on ne formait pas encore à l'informatique avant le niveau licence. Donc moi, j'ai fait les 2 premières années d'université sur les maths, mais la licence informatique et maîtrise d'informatique n'arrivait qu'à un bac plus 3, bac plus 4. Et il y avait ensuite 2 options. Soit on faisait un DEA de recherche, ce qu'on appelle un DEA, ce qu'on appelle aujourd'hui un master de recherche, soit on faisait un DESS qui était plus mathématiques appliquées. Et il existait par contre déjà un DEA d'intelligence artificielle et reconnaissance des formes. Et dans le cadre de ce DEA, je devais faire un stage de 6 mois et je l'ai effectué au LAS, au laboratoire d'analyse et d'automatisme des systèmes, qui est encore aujourd'hui un lieu mondialement reconnu en robotique. Et j'ai intégré l'équipe de robotique pour apprendre aux robots à éviter les obstacles. Ce qui aujourd'hui paraît évident, puisque une voiture sait se garer toute seule. À l'époque, on n'imaginait même pas qu'un jour une voiture puisse se garer. Donc ça a été mes premières armes avec l'intelligence artificielle via la robotique. Mais il se trouve que justement, j'appliquais les méthodes symboliques, donc ce système de règles, et j'écrivais en dur comment éviter l'obstacle. Et arrivé en bout, je me suis dit, mais c'est bête, mais quand il se trompe, ça serait bien qu'il apprenne. Comme nous, on ne refait pas une deuxième erreur. Et là, j'ai dit, on m'a dit, mais ça existe, ça s'appelle apprentissage automatique. Et coïncidence, la vie est faite de joyeux et beaux hasards. Bien, mon futur directeur de thèse passait par là, venait visiter le LAS. Et on m'a dit, je te présente Yves Kodratov, qui est le ponte en machine learning, qu'on appelait apprentissage automatique en France. Et il m'a juste demandé ce que je faisais. A priori, j'étais motivée. Il m'a demandé si j'avais un permis. J'ai dit, oui. Il dit, j'ai besoin de quelqu'un pour aller faire le taxi dans la future école d'été que j'organise dans 15 jours. Viens à Paris et je te prends en thèse. Et voilà comment j'ai commencé une thèse dans l'apprentissage automatique et dont je suis sortie et diplômée en 1993. Donc, l'apprentissage automatique existe déjà. Alors, c'est passionnant, 1993. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle avec ChatGPT depuis 3 ans. Les plus jeunes auditeurs, auditrices pourraient penser d'ailleurs que l'IA est née il y a 3 ans, mais était l'exemple même. La preuve vivante. La preuve vivante que pas du tout. Ça fait déjà depuis des nombreuses années qu'on parle d'intelligence artificielle. Alors justement, restons sur ce sujet de l'IA. Corinne, est-ce que justement tu peux nous parler un petit peu plus d'Anity, en quoi ça consiste cette organisation et puis quels sont les enjeux pour la région toulousaine en termes d'intelligence artificielle justement?
Oui, tout à fait. Alors, Anity, c'est un institut qui a été créé suite au rapport du député Cédric Villani, et célèbre mathématicien aussi, qui avait produit un rapport sur comment la France peut rester dans la course à l'intelligence artificielle, course largement internationale. Et donc, il proposait la création d'instituts de recherche et de formation en intelligence artificielle. Donc, à l'époque, en 2019, ils ont été créés. On était 4 au niveau français, dont Toulouse. Aujourd'hui, il y a une deuxième vague et on sera 9 instituts avec le label IA Cluster à partir de 2024. Et donc ces instituts ont pour objet de travailler l'IA sous les 3 volets: recherche, formation, innovation. Et chaque volet se nourrit des autres. On est vraiment en symbiose, je dirais, sur ces 3 aspects-là, puisqu'il s'agit de produire certes de nouveaux savoirs, mais aussi de former des talents capables ensuite d'intégrer les entreprises et aussi la recherche académique en IA et d'innovation pour ensuite pouvoir transférer ces résultats vers l'écosystème socio-économique. Et donc Anity, c'est un de ces instituts et il permet vraiment à différentes disciplines de travailler ensemble, de vraiment travailler en multidisciplinarité. Certes l'informatique, mais aussi les mathématiques appliquées et fondamentales et d'autres domaines comme les sciences humaines et sociales, le droit. Donc on fait vraiment travailler toutes ces disciplines ensemble et on permet aussi aux académiques et aux industriels de travailler ensemble sur des cas d'usage très concrets autour de l'intelligence artificielle. Et notre objectif, c'est de développer de l'IA de confiance. Cette technologie émerge très très vite et très très forte. Elle transforme nos sociétés. Et donc, et en plus, il y a une réglementation européenne qui vient d'être votée sur l'IA. Donc nous, l'enjeu qu'on travaille, c'est vraiment l'IA de confiance pour permettre aux entreprises de s'adapter et d'adapter leur système de production à cette nouvelle réglementation. Et aussi, bien sûr, dans l'intérêt des usagers finaux que nous sommes tous. Alors, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de nous expliquer parce que ça fait le lien directement avec Marjorie, puisque du coup, toi, tu es un peu justement ce lien avec tes 2 casquettes entre Anity, monde de la recherche, et puis ton travail chez CS Group, où justement c'est le lien entre l'industriel et la R&D. Tout à fait. En fait, CS Group est ce qu'on appelle une entreprise de service du numérique. Donc les ESN, avant on appelait ça les 2S2I. En particulier, CS Group a surtout un objectif de traiter des systèmes qu'on appelle les systèmes critiques. Donc dans le spatial, l'aéronautique, la défense, la cybersécurité. Et un peu en distinction d'autres grandes, même des petites ESN, il y a pas mal d'investissements, de veille technologique, de R&D. Dans les produits que l'on fournit, on va avoir tendance à être un petit peu aussi en veille et avoir des thèses, par exemple, sur les sujets. D'où l'intérêt d'aller voir comment l'IA peuvent être appliquées. Et du coup, toi, ton rôle, comment tu t'es retrouvée à être justement cette personne qui fait le lien et le lien ? De par ma formation, j'ai toujours suivi l'actualité de ce qui se passait autour de l'intelligence artificielle. Dès que j'entends le mot, je me dis, oh là là, j'aimerais bien en refaire. Et j'ai fait en 2015 un projet R&D, j'avais soumis un projet R&D dans la mesure où j'avais 2 clients, l'un dans l'aéronautique, l'autre dans l'énergie, qui me parlaient de la maintenance prévisionnelle. On dit maintenance prédictive, mais c'est un faux ami. Il faudrait dire maintenance prévisionnelle. Comment prévoir ce qui va se passer sur les machines, sur les avions. Et j'ai dit, oui, ça, je vois bien ce que vous me demandez, ce dont vous avez besoin, mais ça s'appelle machine learning. Je sais que ça n'existe pas aujourd'hui sur étagère, mais par contre, je peux vous proposer un projet R&D. Donc, j'avais démarré un projet R&D sur 4 ans, j'ai eu l'étiquette R&D dans cette société qui m'a amené à être experte, pour l'IA en particulier. Et obtenir du coup un poste au conseil scientifique. Et le lien entre les besoins, les gens qui ont ce besoin et les personnes, les acteurs que je connais forcément un peu plus, que je mets en relation au travers de ce qu'on appelle le cercle IA, par exemple. Alors, on en parle toujours, c'est un peu la thématique de l'émission. Donc, je vais vous poser la question à toutes les deux, justement. Dans ce monde de la recherche et du développement, la R&D, la place des femmes dans vos parcours respectifs, est-ce que ça a été plutôt féminisé ou plutôt l'inverse ? Alors, je commence par Corinne. Alors, moi, j'ai fait ma thèse plutôt dans le monde de la santé, donc c'était quand même plutôt féminisé, même si moi, en tant qu'informaticienne, j'étais un peu un ovni. Ensuite, arrivé dans Anity, effectivement, ça m'a vraiment interpellée.
le fait qu'il y ait si peu de femmes. Et donc, j'avais pris mon poste en septembre. Et dès le mois d'octobre, j'alertais la direction en disant, mais on en a une quinzaine de recrutements de personnel recherche, donc doctorants et postdoctorants. Et il n'y a que des hommes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellée et d'où après les actions qu'on a mises en place avec Marjorie. Donc, on n'est pas encore à la parité, mais on y travaille. Et toi, Marjorie, alors toi, j'imagine que c'était beaucoup plus masculin, ton parcours. Avec le recul, puisque à l'époque, je ne faisais pas forcément attention à ça, ça ne m'avait pas interpellée, on va dire. Je pense que sur les bancs de la fac, j'étais déjà en milieu plus masculin que féminin, mais avec une grosse partie quand même féminin. Je pense que j'estime à peu près à 30%. Et je pense que c'est les statistiques qu'on a observées de manière générale. Ça, c'était pendant la faculté. Ensuite, quand je suis arrivée en thèse, en fait, là, j'ai vraiment, de mémoire, c'était très, très paritaire. Il y avait autant de filles que de garçons dans mon équipe, qui était l'apprentissage automatique. Mais en fait, quand je réfléchis, et je voudrais citer Françoise Fogelman, qui à l'époque, Françoise Fogelman-Soulier est aujourd'hui quand même bien réputée dans le milieu de l'IA, elle était à l'époque la directrice de l'équipe réseaux neuronaux, l'ancêtre du deep learning. Et là, de mémoire, je ne vois que des garçons autour d'elle. Voilà, donc il y avait quand même une distinction selon les types d'IA, et notamment aujourd'hui, on va retrouver plus de femmes dans le NLP, le traitement du langage. Par contre, on va trouver plus de garçons dans un robot. Ensuite, à titre, au moment de passer dans les ESN, il y avait effectivement beaucoup plus d'hommes que de femmes. C'est vrai que tu m'as fait, quand on a préparé cette émission, tu m'as fait une remarque que j'ai trouvée hyper pertinente. Tu disais, il y a eu un moment donné où finalement le nombre de femmes dans le monde de l'informatique a basculé. C'est devenu très masculin. Et tu as pris l'exemple de la Game Boy. Exactement. Qui est, c'est pas moi qui le dis, ça a été l'étude qui ont été faites pour justifier pourquoi les femmes avaient disparu. Puisque dans les années 50, les calculatrices, c'était le nom qu'on donnait aux femmes qui faisaient les petits programmes informatiques et elles étaient majoritaires. Donc il y a eu différentes explications, mais à un moment donné, pour les années 80 en l'occurrence, j'ai pu constater que moi, au niveau de la fac, encore une fois, qui est les années charnières, je suis arrivée au milieu de la fac, j'avais déjà des garçons autour de moi qui étaient avec leurs ordinateurs. Alors ça m'arrangeait bien, hein, je faisais plutôt chef de projet avec mes binômes ou mes trinômes sur les projets, mais ils étaient déjà vraiment en avance et après ça s'est aggravé puisqu'on offrait plutôt des poupées aux filles et des jeux de construction aux garçons. Et ensuite, on a offert des Game Boy et on n'offrait pas des Game Girls. Et pas des Game Girls. Alors, justement, aujourd'hui, dans le monde scientifique, dans le monde de la recherche scientifique, quelle est la place des femmes ? Et est-ce que, justement, ce domaine qui a souvent souffert de ce qu'on appelle l'effet Mathilda, est-ce que vous l'avez personnellement ressenti ? Alors, Corinne, toi, en plus, tu as un poste à responsabilité, tu as un joli poste. Donc, est-ce que ça a été facile, pas facile ? Alors, pendant ma thèse, j'y faisais pas spécialement attention, même si j'entendais des collègues chercheuses me dire que c'était difficile d'obtenir des postes à responsabilité scientifique intéressants, c'est-à-dire pas trop administratifs, mais vraiment des postes qui donnaient lieu à promotion, à évolution. Moi, personnellement, dans ma carrière, je dirais pas que ça a été un frein, mais c'est vrai que dans l'exercice de mes fonctions, je trouve que c'est pas toujours évident de se faire entendre, d'être écouté, qu'on a besoin des fois de plus justifier ce qu'on dit que d'autres. Et finalement, alors, ce monde, cet univers de la recherche, on le sait, c'est souvent un monde passion, puisqu'on a toujours cette image des scientifiques dans les laboratoires qui passent des nuits blanches. Est-ce que c'est quand même, malgré tout, alors est-ce qu'on est proche, loin de la réalité ? Et du coup, on pose toujours aussi la question de l'équilibre vie pro, vie perso. Alors moi, c'est vrai que j'ai un poste très polyvalent, donc je jongle avec des tâches de nature très très différentes. Des fois, j'ai l'impression de ne pas maîtriser mon agenda entre les réunions surprises, les urgences qui tombent. Donc ça, c'est vrai. Mais après, les sujets sont hyper intéressants, vraiment à la pointe de l'actualité. Donc c'est quand même hyper stimulant. Donc je dirais que j'ai un équilibre de vie pro, vie perso qui est fragile. C'est un vrai point de vigilance. Après, je pense comme beaucoup de mamans de jeunes enfants, moi j'en ai 3 de 7 à 9 ans. Donc c'est vrai que c'est une vigilance. Mais après, c'est vrai que c'est important pour moi d'apporter ce modèle à ma famille. Donc
toute ma famille, mes enfants, mes filles en particulier, mais voilà, de montrer ce modèle, de dire que c'est possible. Et c'est possible en étant épanoui et vraiment en menant de front sa vie perso, sa vie familiale et sa vie professionnelle. Et alors toi, Marjorie ? Alors moi, je n'ai pas forcément été victime ou subi la distinguo en étant une femme. J'ai plutôt été reconnue dans mes rôles successifs. En revanche, j'avais effectivement observé dès mon premier travail, quand on a comparé des salaires, que j'avais 30% de moins de salaire. Et ça a été sur plusieurs... les 2 fois où j'ai fait des comparaisons, c'était exactement ça. Donc ça, c'était une réalité. C'est encore vrai aujourd'hui ou ça s'est quand même un peu Oui, on a fait... avec Digital 113, on a fait l'iconographie, là, sur... on dit ça, l'iconographie ? Sur les chiffres dans le numérique. Et on a 20% de filles en moins. Et en moyenne, les femmes gagnent au moins 20% en moins. Peut-être pas 30, mais au moins 20%. Ouais, donc il y a encore un petit peu d'écart. Il faut se battre. Bon. Alors, on l'a évoqué rapidement. Il y a des actions que vous mettez en place justement chez Anity pour attirer davantage de femmes dans ce milieu de la recherche. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, Marjorie ? Alors, depuis 2019, effectivement, on a créé la commission mixité, qui inclut quelques personnes académiques et aussi de l'école doctorale, pour se réfléchir comment on pourrait faire changer les choses. Et c'est compliqué puisqu'on commence à dire on va aller chercher les étudiantes, mais les étudiantes, on va nous dire mais en fait elles ont déjà fait leur choix au niveau du lycée, etc. Et on n'en finit pas et la boucle, on revient à finalement il faut éduquer les parents et les enseignants. Donc comment on fait ? Donc on s'est dit on va essayer de voir quelles actions on peut mener nous. On en a démarré certaines au niveau du primaire. On a échangé avec des enseignants pour voir avec le rectorat comment former des enseignants qui eux-mêmes ensuite pourraient être vigilants lorsqu'ils vont former notamment l'intelligence artificielle au niveau des collèges et lycées. Et le dernier axe qu'on a mis en place, c'est au niveau des universitaires, donc des études supérieures, où on propose aux étudiantes à partir de L3, M1, M2, d'être accompagnées par des mentors qui vont essayer de répondre à leurs questionnements sur l'IA et quelle place elles pourraient trouver en IA. Et une des dernières actions, puisqu'on va lancer là cette année, ça va être après-demain. On va recevoir 15 étudiantes qui vont venir et on a la moitié des 20 mentors qui vont être présents pour la soirée de lancement. Et pour ça, on s'est même fait accompagner cette année par une formation avec Job IRL et la Société Luminaire pour être formé à la posture de mentor parce que c'est quelque chose de sérieux et nos premières expériences expérimentales nous ont montré les limites de ce qu'on savait faire et on a voulu vraiment faire un effort là-dessus. Oui, donc on voit que c'est très important qu'il y a quand même des enjeux à féminiser ce milieu de la recherche et que ça manque terriblement de femmes. Complètement. Complètement. Alors, tic-tac, malheureusement, Corinne, Marjorie, on arrive vers la fin. Alors, la dernière question, c'est la question ultime. Si justement, vous deviez en quelques mots faire passer un message encourageant pour féminiser le monde scientifique de la recherche, que diriez-vous ? Alors moi, je dirais que c'est le moment idéal pour se lancer dans ses carrières et réussir sans se sacrifier parce qu'on surfe sur une vague de prise de conscience et il y a du soutien, il y a des dispositifs, il y a des mesures. C'est le moment. Marjorie ? Moi, je dirais l'IA et la numérique, c'est un terrain de jeu formidable où il y a beaucoup de choses à faire et il y a de la place pour tout le monde, à tous les niveaux. En particulier sur l'IA, on a besoin de filles, on a besoin de diversité dans les équipes. C'est vrai pour toutes les sciences, c'est vrai pour tous les projets. Mais en l'occurrence pour l'IA, vu les risques sociétaux qu'amène l'IA quand elle contribue à perpétuer les stéréotypes, notamment les stéréotypes de genre, on voit évidemment c'est évident qu'il faut des filles qui viennent équilibrer et réduire ces risques. Et puis il y a des sujets de thèse passionnants pour les jeunes filles autour des discriminations, des biais, Il y en a pour tout le monde.
Eh ben, merci, c'était un vrai plaisir de découvrir avec vous deux ce monde de la recherche. Et puis, surtout, qu'elle est bien présente sur la région toulousaine. On voit qu'il y a encore un fort enjeu pour attirer des jeunes filles à oser s'engager dans ce milieu de la recherche, alors que historiquement, c'est vrai qu'elles étaient souvent pionnières dans ces recherches scientifiques. Alors, je vous pose la question, auditeurs, auditrices. Est-ce une avancée? Est-ce un recul dans ce domaine? J'espère que vous ouvrirez vos consciences. On terminera donc avec notre petit mantra de l'émission. Le numérique. Une opportunité pour les femmes. Les femmes. Une opportunité pour le numérique. Merci Marjorie, merci Corinne et merci à vous toutes et tous qui vous êtes fidèles et qui continuez d'écouter notre émission. Je conclurai aujourd'hui simplement par une citation d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, qui dit « Nous pouvons tous et toutes contribuer à libérer l'immense talent inexploité de notre monde en commençant par remplir les salles de classe, les laboratoires et les conseils d'administration de femmes scientifiques. » Merci. Merci Magali. Merci.